président Biya est mort. On a convoqué le Premier ministre à Paris pour qu'il vienne soutenir la candidature de Franck Biya. On entend tout. Concernant Franck Biya, Oui. je ne l'interpelle pas en tant qu'individu. Oui. Mais c'est un message qui va pour tout le monde. Il ne faut pas que M. Franck Biya pense qu'il peut hériter d'un lourd passé historique de son père sans coup férir. Parce que c'est un héritage extrêmement lourd. Et ceci, en dehors de tout sens moral. Oui. De deux, j'aimerais lui dire, il me connaît très bien, qu'il ne se méprenne pas de cet entourage qui, à mon avis, veut se servir de lui. Et tôt ou tard, il prendra conscience qu'on veut faire de lui un pantin. Parce que même vis-à-vis de cet entourage, il ne peut pas les affronter. Alors, ce que j'aimerais lui dire, Oui. c'est de se retirer de cette nasse avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la question est grave, vous le dites, et c'est pour ça que je vais insister. Pardonnez-moi. On doit quand même, Titus Edouard, à la vérité de reconnaître que le président Paul Biya, à la différence d'autres dirigeants africains, a pris le soin d'éloigner sa famille proche des affaires de l'État. Vous me corrigerez si je me trompe. Franck Biya n'a jamais occupé aucune fonction officielle au Cameroun. Alors, pensez-vous son père capable de franchir le Rubicon en essayant d'imposer son fils après lui? C'est là où, quand je parle du silence du président, Oui. l'observation que vous faites concernant la tenue à l'écart Oui. de la famille, mais ceci est appréciable et apprécié. Absolument. C'est pour cela que l'inquiétude qui peut revenir, étant donné que le personnage donne des signes d'essoufflement, il faut que nous, les Camerounais, on soit vigilants. Parce que si on voit partout ailleurs, enfin, ce qui s'est passé, Oui. Où les enfants ont succédé à leur père, Oui. mais prévia une formation et tout ça. Absolument. Au Gabon, Ali a été, au moment du décès de son père, était ministre de la Défense. Il a été ministre des Affaires étrangères. Absolument. Au Togo, Faure Eyadema était déjà dans les arcanes du pouvoir. Oui. Au Tchad, le fils d'Ebi était chef d'état-major des armées. Voilà, donc, oui. Alors c'est là on peut retenir certaines expressions du président. Oui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut être interprété. Donc il appartient aux Camerounais, oui, d'être vigilants. Que ce qui doit se faire soit ce qui doit se faire doit être conforme pour le bien-être collectif. Parce que une des interprétations qui vient le plus souvent dans ce projet concernant Franck, c'est que après 40 ans du père, les Camerounais sont-ils prêts à accepter un atavisme biologique par son fils? Si aujourd'hui on conteste Biya, vous comprenez que par analogie,
Le Camerounais ne peut pas accepter d'emblée. Franck. Donc, c'est pas une affaire ni personnelle ni de famille. Oui. Ce n'est pas un délit de patronyme? Non, ça ne doit pas être. C'est plus important que cela, parce que ça concerne toute une nation. C'est pour cela que je vais même un peu plus loin. Oui. Au Cameroun, comme il est en ce moment, on ne devrait même pas évoquer ce genre de problème. Ça nous fait perdre des énergies. Oui. Je ne minimise pas, mais je dis, comme priorité, on doit être au-delà de ces problèmes, je dirais, très primaires. Parlons ce matin du sort des prisonniers de l'opération Épervier, ces anciens barons du régime qui ont été jetés en prison par leurs camarades du parti. Leurs camarades qui gèrent la justice ont filé à certains d'entre eux des dizaines d'années de prison. Leurs camarades du parti ont été impitoyables envers eux, sans état d'âme, sans remords, sans une once de gratitude par rapport à tout ce qu'ils ont eu à donner à leur régime afin qu'ils résistent à la démocratie et surtout aux alternances. Notre nuit a été très agitée par de nombreuses questions sur le sort de ces anciens barons de Yaoundé en prison. À un moment, nous croyions qu'ils allaient être libérés par leurs anciens potes, mais là, des années s'écoulent, des dizaines d'années passent. Pour certains, on ne voit aucun horizon heureux se pointer devant eux. Ils sont même oubliés. Leurs amis de la presse qu'ils arrosaient souvent, les dépannaient souvent, ne parlent plus d'eux. Leurs militants de base qui les attendaient chaque week-end au village pour venir récolter quelques grains de riz ne pensent plus à eux. Des ingrats, leurs poulains qu'ils ont eu à placer à des postes juteux de la République quand ils étaient encore au pouvoir les fuient désormais comme la peste. Des ingrats aussi. Toutes ces personnes sont passées à autre chose. Aujourd'hui, ces gros poissons de l'opération Épervier sont abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux sont en prison depuis l'âge de 65 ans, 70 ans. On peut imaginer leurs âges aujourd'hui. C'est comme si leurs camarades du parti ont décidé qu'ils vont seulement mourir en prison, comme le célèbre professeur de la voix du Cénacle. Eux aussi, de leur côté, donnent l'impression d'avoir tout remis entre les mains du Seigneur, que plusieurs ne découvrent souvent qu'en prison. En tout cas, Dieu est amour et miséricordieux. Ces prisonniers, ces anciens barons du renouveau ne bronchent pas, ils ne disent rien, ils ne se confient même pas au peuple, ils ne trahissent pas aussi leurs camarades qui les ont jetés en prison. Cette attitude, c'est quoi le projet? Toujours la loyauté comme ça, toujours la loi de l'omerta comme ça. Nous nous disions un temps que certains d'entre eux allaient seulement craquer et faire le sagat. Mieux nous tous on meurt. Mais depuis là, rien. On tend les oreilles, rien. Ils ne veulent pas livrer leurs camarades. C'est juste impressionnant. Tout le monde sait que leurs arrestations ont été faites suivant des mobiles de règlement de compte. Règlement de compte, pas parce qu'ils seraient forcément innocents, mais règlement de compte parce qu'on sait que ces arrestations sont sélectives. On prend quelques têtes présumées coupables, parfois moins coupables. Entre-temps, la majorité des présumés coupables et les plus coupables sont en liberté. Ce deux poids, deux mesures trahit tout simplement l'arbitraire. Ces prisonniers malchanceux de l'opération Épervier sont d'ailleurs bien placés pour dire au peuple ce que leurs camarades du parti qui les ont mis en prison ont comme frasque derrière eux. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils ne les balancent pas. Il y a les réseaux sociaux, il y a la presse. Pourquoi refusent-ils de faire aussi le mauvais jeu, le mauvais cœur à leurs anciens camarades? Ils en savent beaucoup pour leur faire aussi du mal, mais eux, ils sont doux. Certains nous diront que c'est parce qu'ils ne veulent pas aggraver leur peine dans la mesure où une telle posture à la sagat pourrait renforcer la nervosité de leurs camarades bourreaux. Ils gardent espoir, mais de quel espoir parle-t-on? 30 ans de prison à l'âge de 70 ans et on en a déjà purgé 10 avec le sentiment que la messe est presque dite. Vous gardez encore quel genre d'espoir comme ça? En tout cas, ils sont les seuls à
à mieux nous expliquer ce type de loyauté jusqu'au bout de la tombe. Néanmoins, pendant toute cette nuit très agitée, nous avons pensé que ces barons, malgré leurs âges très avancés, malgré l'impression des carottes presque cuites, jouent certainement la carte de l'après-Biya. Ils se disent peut-être que l'après-Biya pourrait voir de nouveaux visages qui vont les libérer, par exemple leurs hommes fidèles politiques. Ils se disent certainement aussi que c'est après le départ du président Biya qu'ils vont organiser leur riposte. Ils préfèrent d'abord se calmer pour accompagner leur idole et après ça, ils montreront à leurs camarades qu'ils les ont jetés en prison de quel bois ils se chauffent. Si c'est ça le plan, alors gardons l'œil ouvert sur ces anciens barons qui sont calmes comme des carpes, comme des moines, malgré tout, dans les différentes prisons de l'opération Épervier. L'après-Biya pourrait nous réserver d'énormes surprises avec des remontadas spectaculaires. Bonne journée à tous.